Mon mari et ma sœur ont eu un bébé dans mon dos. Lorsque j'ai refusé de les soutenir financièrement, ma mère s'est présentée sur mon lieu de travail en criant que je ruinais tout. Je suis restée silencieuse, mais j'ai demandé le divorce. Bonjour, je m'appelle Sophie. J'ai 42 ans. Avant de vous raconter comment leur propre avidité leur a valu une ordonnance de protection au lieu d'un chèque en blanc, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Le cri n'était pas seulement fort, il était déchirant, une déchirure dans le tissu d'un après-midi soigneusement organisé. Il a traversé le calme serein et minimaliste du bureau de mon cabinet d'architecture, atelier perspective, un espace défini par des gris sourds. Du verre épuré et le bourdonnement calme et concentré de la créativité. Cet écran était une éclaboussure de couleurs laides et violentes sur une toile monochrome. Tu es égoïste, Sophie. Tu ruines cette famille. C'était ma mère. Bien sûr, c'était ma mère. Son visage, encadré par les portes vitrées épurées de l'entrée, était rougi et contorsionné. Un masque de fureur légitime que je connaissais mieux que mon propre reflet. Pendant un moment qui m'a coupé le souffle, tout le bureau s'est figé. Des doigts flottaient au-dessus de claviers coûteux. Le grattement doux d'un stylet sur une tablette a cessé. Un jeune designer, en train de siroter son café au lait, a tenu la tasse suspendue en l'air. Puis les murmures ont commencé. Un léger bruissement semblable à des feuilles sèches raclant le trottoir. Tous les yeux, pleins de pitié, curieux, horrifiés, étaient braqués sur moi. Je me tenais près de mon bureau. Un plan pour une nouvelle médiathèque de la ville était déroulé devant moi. Mon cœur battait à un rythme froid et régulier contre mes côtes. J'avais passé toute ma vie à apprendre à construire des murs. À compartimenter, à présenter une surface placide au monde. Peu importe la tempête qui faisait rage en dessous, je ne leur avais pas donné la satisfaction d'une réaction. Je suis resté silencieuse et immobile. Ma collègue Juliette, bénie soit son âme farouchement loyale, bougeait déjà avant même que je puisse cligner des yeux. Elle n'a pas fait de scène. Elle a simplement glissé vers l'entrée, sa voix un murmure bas et apaisant face au hurlement croissant de ma mère sur le devoir, la famille et mon cœur froid, froid. Madame? Ceci est un bureau privé. Trouvons un meilleur endroit pour avoir cette conversation, a dit Juliette, sa main doucement mais fermement sur le coude de ma mère. Elle l'a guidée vers les ascenseurs. Une image de grâce professionnelle face à un chaos dérangé. La dernière chose que j'ai entendue avant que les portes de l'ascenseur ne se referment était une dernière accusation gémissante. Elle essaie de nous détruire. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était profond, plus lourd que n'importe quel son. Il était rempli des questions inexprimées de mes collègues. Je suis retourné lentement à mon bureau, sentant une centaine de paires d'yeux me brûler le dos. Mais je ne les regardais pas. Je ne regardais même plus le plan de la médiathèque. Mon regard était fixé sur l'écran de mon ordinateur, sur un email que j'avais reçu ce matin-là. L'expéditeur était mon avocate, Maître Valentin. L'objet était violation de l'ordonnance de cessation et d'abstention. Un minuscule sourire amer effleura mes lèvres. Cette humiliation publique, cette crise de colère désespérée et laide. Ce n'était pas la fin. C'était le pivot. C'était le dernier cadeau magnifiquement emballé qu'ils m'avaient inconsciemment offert. C'était le début de leur fin. Ils ne le savaient pas encore. Pour comprendre comment une mère pouvait crier après sa fille dans un lieu public, il faut comprendre le système solaire particulier de ma famille. Ma sœur cadette, Chloé, était le soleil, brillante. Exigeante et brûlante au toucher. Tout et tout le monde dans notre famille tournait autour d'elle, attiré par sa force gravitationnelle de drames fabriqués et de besoins perpétuels. Et j'étais Pluton. Une lune lointaine et oubliée, remarquée seulement lorsque je bloquais momentanément sa lumière ou que je ne la reflétais pas sous le bon angle. Il en avait toujours été ainsi. Le souvenir qui définit tout pour moi remonte à mes 10 ans. J'avais le cœur à un set de dessin professionnel, un outil sérieux avec des compas et des règles d'ingénierie allemande, pas un jouet. J'avais économisé mon argent de poche pendant des mois. Cette même semaine, Chloé, en pleine crise parce qu'elle n'avait pas eu droit à un deuxième morceau de gâteau, a jeté un livre dans le salon. Il a manqué le canapé et a brisé un oiseau en porcelaine, une pièce délicatement peinte à la main qui appartenait à ma grand-mère, une petite partie de notre petit héritage familial déjà restreint. L'après-coup fut une leçon magistrale sur la dynamique de notre famille. Chloé a versé de grands sanglots de remords performatifs. Ma mère la cajolait, lui caressant les cheveux. Oh,
Ma petite chérie. Tu ne l'as pas fait exprès. Mon père soupira, regardant non pas l'héritage brisé, mais moi. Tu aurais dû la surveiller, Sophie. À ma fête d'anniversaire quelques jours plus tard. Chloé a déballé une nouvelle poupée obscénément chère, une récompense pour s'être sentie si tristement désolée pour l'oiseau. J'ai reçu un pull beige pratique. Quand mon visage s'est décomposé. Ma tante Carole, la sœur de ma mère et la principale exécutrice du récit familial, s'est précipitée. Allez, Sophie, a-t-elle dit, sa voix gracieusement sucrée alors qu'elle me tapotait l'épaule. Chloé est le bébé. Elle ne sait pas mieux. Tu es l'aîné. Tu dois être la personne mature. C'était le mantra familial, l'encre invisible sur le contrat que je n'avais jamais signé. J'avais appris ma leçon. On ne pouvait pas réparer un système truqué. On ne pouvait que le quitter. Je suis parti à 18 ans. J'ai financé mes études avec un patchwork de bourse et de petits boulots de serveuse, et j'ai réussi à me faire une place dans le monde compétitif de l'architecture. J'ai versé chaque once de mon être dans ma carrière, dans la construction d'une vie si stable, si sereine que la force gravitationnelle du chaos de ma famille ne pourrait pas l'atteindre. J'ai conçu et construit ma propre maison, un sanctuaire aux lignes épurées, à la lumière naturelle et aux espaces calmes. J'ai épousé Julien, un homme qui semblait gentil. Stable et béni par la normalité. Pendant plus d'une décennie, cela a fonctionné. Mon contact avec ma famille était un filet soigneusement géré. Des appels polis pendant les fêtes. Des cartes d'anniversaire sans émotion. J'avais la paix. C'était une paix fragile, mais elle était mienne. Puis il y a environ un an, le téléphone a sonné. C'était Chloé, sanglotant hystériquement. Son dernier petit ami était parti. Elle était noyée dans les dettes de cartes de crédit. Elle détestait son travail. C'était la même histoire que j'avais entendue une douzaine de fois. Juste avec des noms différents. Mais cette fois, elle a ajouté un nouveau couplet. Tu me manques, Sophie, a-t-elle crié, sa voix épaisse de fausse misère. Ma grande sœur me manque. Maman et papa te manquent aussi. Nous avons eu tort de te laisser t'éloigner. Nous voulons juste retrouver notre famille. Contre toute intuition aiguisée par des années d'autopréservation. Une stupide, traîtresse lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Peut-être que les gens pouvaient changer. Peut-être qu'après tout ce temps, ils me voyaient enfin. Je l'ai laissé entrer. Je l'ai invité à dîner, la présentant à Julien. Il était l'incarnation de la gentillesse, écoutant ses malheurs avec une oreille sympathique. Nous devrions l'aider. M'a-t-il dit plus tard dans la soirée pendant que nous rangions. J'étais hésitante. Je ne sais pas, Julien. Il m'a coupé, m'entourant de ses bras. Écoute. Cette grosse promotion est à l'horizon pour moi au travail, et ton salaire est fantastique. Nous sommes plus que stables. Nous pouvons nous permettre d'être généreux. C'est ta sœur. Il a fait comme si mon hésitation était une faute morale. Alors, j'ai cédé. Bientôt, Chloé était une habituée de notre maison, un fantôme d'un passé que je pensais avoir échappé. Elle passait sans prévenir, généralement quand j'étais en réunion sur site ou que je travaillais tard. Juste pour tenir compagnie à Julien. Elle gazouillait si je l'appelais. Il est tellement drôle. Tu es tellement chanceuse. J'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont elle laissait sa main s'attarder sur son bras quand elle riait. Les blagues internes qu'il partageait et qui s'arrêtaient au moment où j'entrais dans la pièce. La façon dont Julien a commencé à la défendre. Répétant des phrases que je n'avais pas entendues depuis des années. Tu es trop dur avec elle, Sophie. Elle a juste eu une période difficile. Un œuf froid de dread a commencé à se resserrer dans mon estomac. Un frisson familier d'une brise oubliée. Mais je l'ai refoulé. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je laissais le passé empoisonner le présent. Je devais être la personne mature. 5 mois après le retour en larmes de Chloé, Julien m'a assise sur notre canapé gris anthracite. Celui sur lequel j'avais transpiré pendant des semaines pour le trouver. Ses yeux brillaient d'une émotion que j'ai prise pour de la joie. Chérie, a-t-il dit, sa voix anormalement épaisse. Nous attendons un bébé. Une vague d'un bonheur pur et indéniable m'a submergé, si puissant qu'il a effacé tout soupçon, tous les signaux d'alarme. C'était ça, la pièce manquante. Une famille à moi.
construite selon mes propres termes. Les semaines suivantes furent un tourbillon joyeux et étourdissant. J'ai acheté des piles de livres sur la grossesse et la parentalité. J'ai commencé à esquisser des plans pour une chambre de bébé, un monde de lumière douce et de courbes douces. J'ai même ouvert un compte d'épargne séparé. Une petite épargne pour un fonds universitaire. Ressentant un frisson de prévoyance maternelle, j'ai acheté une tasse futur papa à Julien, qu'il utilisait tous les matins avec un large sourire. Je flottais sur un nuage de bonheur domestique. Mais les bizarreries ne s'arrêtaient pas. Elles s'aggravaient, rampant dans les marges de mon bonheur comme une tache sombre. Quand nous avons annoncé la nouvelle à ma famille, il y eut un étrange silence avant les acclamations requises. J'ai vu ma mère jeter un regard à Chloé, un regard que je ne pouvais pas déchiffrer. Plus tard, Chloé ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a serré Julien, une longue étreinte possessive qui semblait tout à fait mal. Les petites remarques continuaient. De minuscules coupures de papier sur ma joie. Quand nous parlions des noms de bébés, elle riait et disait « Oh, Julien et moi parlions juste de ça l'autre jour. Nous avons décidé que nous détestions le nom Kevin. Nous avons décidé un après-midi, je suis rentré tôt d'une réunion qui avait été annulée. Je suis entré doucement par la porte arrière et je les ai trouvés dans la cuisine. Chloé se plaignait d'une crise de nausée. Pendant qu'elle parlait, je l'ai vue, pendant une fraction de seconde. Instinctivement, poser une main protectrice sur son propre ventre avant de la retirer rapidement. L'image s'est gravée dans mon cerveau. C'était un bug dans la matrice. Un détail qui ne correspondait pas au récit. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Le point de rupture est arrivé un mardi soir. Je travaillais tard dans mon bureau à domicile. Essayant de terminer une proposition. Julien était allé se coucher tôt, se plaignant d'un mal de tête. Son téléphone, laissé sur le comptoir de la cuisine, a vibré, puis a vibré à nouveau. Il avait été tellement secret avec dernièrement, inclinant l'écran loin de moi, le fermant brusquement quand je passais. Une vieille anxiété familière, du genre que je pensais avoir dépassé. S'est manifestée. Je me suis dit que j'avais juste besoin de vérifier un email d'un entrepreneur que nous utilisions tous les deux. Une excuse bancale. Mais suffisante pour justifier ce que j'étais sur le point de faire. Mes mains tremblaient alors que je prenais l'appareil froid et lisse. J'ai utilisé son empreinte digitale pour le déverrouiller. L'écran s'est allumé, ouvert à ses messages textes. La conversation en haut était avec Chloé. Mon cœur a commencé à battre, un battement maladif et lourd contre mes côtes. J'ai commencé à faire défiler et là c'était. Toute ma vie, mon monde soigneusement construit s'est brisé en 1 million de pixels lumineux. Chloé, il n'a toujours rien dit. Va-t-il lui dire un jour? Je ne peux pas continuer à faire semblant d'être heureuse pour elle. Ça me rend malade. Julien, bientôt, je promets. Nous avons juste besoin du bon moment. Après ma promotion, Chloé. Le médecin dit que tout va bien. Notre bébé est fort et en bonne santé. Julien, je sais. J'ai hâte que notre famille soit réelle. Encore un peu. Elle ne se doute de rien. Elle est trop occupée à planifier la chambre de bébé. Chloé, elle planifie la chambre de bébé. Je me sens un peu mal. Julien, ne fais pas ça. Nous le méritons. Elle a toujours été froide de toute façon. Notre bébé, notre famille, elle a toujours été froide de toute façon. Chaque mot était un coup physique. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce, de mes poumons. Je me suis affalé sur le sol de la cuisine, le téléphone cliquetant de mes doigts engourdis. J'avais froid, si froid. Un froid cellulaire profond qui n'avait rien à voir avec la température des carreaux d'ardoise. Ce n'était pas mon bébé. Ce n'était jamais mon bébé. C'était un mensonge. Un long, complexe, cruel mensonge. Je ne me souviens pas être retourné dans la chambre. Je me souviens juste de la vue de lui dormant paisiblement, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais confiance. L'architecte de ma ruine. Je l'ai secoué pour le réveiller. Il a cligné des yeux vers moi, les yeux embués, puis il a vu mon visage. La confusion dans ses yeux s'est transformée en une culpabilité naissante et pathétique. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Il savait. Il a avoué dans un torrent d'excuses pathétiques. La liaison avait commencé presque dès qu'elle était revenue dans nos vies. Il était seul.
J'étais trop concentré sur ma carrière. Chloé le comprenait simplement. Le bébé était le leur. Leur grand plan était d'attendre que le bébé soit né pour me présenter leur nouvelle famille heureuse comme une demande de fétiche, espérant que j'accepterais simplement. Que je serais la personne mature. J'étais tellement seul, Sophie, a-t-il gémi. Tu n'étais jamais là. Pas vraiment. Tu étais mariée à ton travail. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti qu'un vide terrifiant et creux là où mon cœur était censé être. Je me suis retourné, suis allé dans notre dressing, celui que j'avais conçu avec des sections pour lui et elle. Et j'ai sorti une valise. En faisant mes bagages, mes mouvements étaient robotiques. La dernière chose que j'ai faite avant de sortir de la maison a été d'appeler ma mère. Ma voix était monotone. Je pensais avec la dernière parcelle d'innocence de mon corps que ce serait le trahison si grande qu'elle serait enfin, pour une fois, de mon côté. Je lui ai tout raconté. Les mots s'échappant d'un ton plat et mort. Il y a eu une longue pause pleine de statique à l'autre bout de la ligne. Puis sa voix est venue, non pas avec choc ou indignation, mais avec une profonde et lasse déception envers moi. Sophie, après tout ce que Chloé a vécu dans sa vie, tu dois trouver dans ton cœur de leur pardonner. Tu dois penser au bébé. Cet enfant innocent est toujours ta nièce. C'est ta famille. C'est là que le engourdissement s'est finalement fissuré. J'ai raccroché sans un autre mot. J'ai conduit, pas chez une amie. Je ne supportais pas leur pitié, mais à l'hôtel le plus proche, anonyme et sans caractère. Je me suis enregistré dans une chambre stérile beige, j'ai fermé la porte. Et je me suis appuyé contre elle. Et puis je me suis effondré. Ce n'était pas un chagrin silencieux. C'était une tempête brute, laide de rage et de trahison. Je me souviens avoir pris le lourd verre d'eau du bureau et l'avoir lancé contre le mur. Le son de sa destruction, une courte et satisfaisante libération dans le silence écrasant. Je me suis affalé sur le sol et j'ai sangloté, des sanglots gutturaux et secouants, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux soient gonflés et fermés. J'ai pleuré pour la vie que je pensais avoir, pour le bébé que j'avais aimé pendant quelques semaines précieuses, pour la petite fille qui n'a jamais été assez bien. Quelque temps avant l'aube, les larmes se sont taries. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain et j'ai regardé dans le miroir. La femme qui me regardait était une étrangère, son visage gonflé. Ses yeux vides, creux. Mais alors que je fixais ses yeux vides, quelque chose a changé. Le vide a commencé à se remplir, non pas de douleur, mais de quelque chose de froid. De dur et de tranchant comme un éclat de verre brisé. Il m'avait tout pris. Il n'aurait pas un chose de plus. Le lendemain matin. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir moelleux en face de Maître Valentin, la meilleure et la plus redoutable avocate en divorce de la ville. C'était une femme d'une soixantaine d'années avec des yeux qui ne rataient rien et une réputation de démanteler ses adversaires avec une précision chirurgicale discrète. J'ai exposé toute l'histoire triée sur le volet, ma voix m'est ferme. Elle a écouté patiemment, les doigts croisés, sans le moindre jugement sur son visage. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas offert de condoléances. Elle a offert une stratégie. D'abord, nous déposons une demande de divorce pour adultère. Nous serons rapides et agressifs, a-t-elle dit. Sa voix aussi nette et froide que l'acier. Nous allons tirer parti de son infidélité pour protéger vos actifs. Deuxièmement, et c'est crucial, nous envoyons une lettre de mise en demeure formelle. Nous l'enverrons par courrier recommandé à votre mari, votre sœur et vos parents. Elle les avisera légalement de cesser toute forme de contact, appel, SMS, email, visite en personne. Nous construisons un mur, Sophie. Un mur de papier et ensuite nous attendons qu'il se heurte directement. La loi est du côté de la personne qui documente tout. Le divorce fut une guerre amère et laide. Comme elle l'avait prédit, toute ma famille s'est rangée pour témoigner en faveur de Julien. Ils ont tissé une tapisserie de mensonges. Me dépeignant comme une épouse froide et ambitieuse qui avait émotionnellement abandonné son mari gentil et aimant, le poussant dans les bras de ma sœur chaleureuse et nourricière. Ils se sont battus contre moi sur chaque actif. En fin de compte, j'ai perdu une part importante de mes économies. Ce fut un coup douloureux, mais j'ai gardé la maison, mon sanctuaire. Je ne les laisserai pas me l'enlever. L'encre sur les papiers du divorce était à peine sèche lorsque la campagne de harcèlement a commencé. La lettre de mise en demeure n'était pour eux qu'un morceau de papier. D'abord, ce fut ma mère,
sa voix un mélange sirupeux de culpabilité et de commandement. Sophie. Ils ont des difficultés financières, a-t-elle dit. Julien a perdu son emploi pendant le ralentissement. Chloé ne peut pas travailler avec le nouveau bébé. Le bébé a besoin de choses. Tu as tout cet argent. C'est ta responsabilité en tant que sœur, en tant qu'hôte. Non, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ensuite, mon père. Son approche était plus douce. Imprégnée du plaidoyer faible que je connaissais si bien. Chérie, je sais que tu es blessée, mais ta mère se rend malade d'inquiétude à cause de cela. Ne peux-tu pas simplement les aider un peu pour le bien de la paix familiale? Papa, ai-je dit, ma voix plate et régulière. L'application d'enregistrement de mon téléphone fonctionnant silencieusement. Avez-vous reçu la lettre recommandée de mon avocat? J'ai entendu son inspiration brusque. Un bruit de stupéfaction indigné avant que je ne déconnecte l'appel. Je suis devenue une archiviste méticuleuse de leur toxicité. Chaque journal d'appel était capturé en écran. Chaque message vocal suppliant était enregistré et transcrit. Chaque email d'un parent éloigné agissant comme leur singe volant était transféré à Maître Valentin avec une simple note. Plus pour le dossier. J'ai changé les serrures, le doux bruit lourd de la nouvelle serrure à mortaise, une petite victoire. J'ai installé un système de sécurité. Un gardien silencieux pour mon morceau durement gagné. Je suis allé à ma banque et j'ai méthodiquement séparé chaque lien financier. Fermant les comptes joints avec une froide efficacité clinique qui ressemblait à la récupération de parties de mon âme. Je construisais une forteresse brique par brique méthodique. Je pensais que le pire était passé. Puis vint la dispute téléphonique de ma mère dans mon bureau et la lettre recommandée qui est arrivée une semaine plus tard. Julien me poursuivait en justice. Il me poursuivait pour pension alimentaire supplémentaire et soutien financier, affirmant que ses circonstances avaient considérablement changé. Et que j'avais une obligation morale et financière de le soutenir, sa nouvelle partenaire, et leur enfant. La salle d'audience était petite, étouffante et sentait le vieux papier et le café éventé. D'un côté de l'allée était assis Julien, l'air hagard et accablé, et Chloé, serrant leur bébé maintenant âgé de 6 mois comme un accessoire, un appel vivant et respirant à la sympathie. Mes parents étaient assis derrière eux, leurs visages figés en lignes sombres et soutenantes. Ils ressemblaient à un tableau de Norman Rockwell d'une famille de gens simples. Lésés par un monde moderne et froid. Leur avocat, un homme élégant à la voix aussi douce que de l'huile, a prononcé une déclaration d'ouverture émouvante. Il a dépeint l'image d'un père dévoué licencié dans une économie difficile et d'une nouvelle mère luttant pour joindre les deux bouts. Tout cela alors que leur ex-femme et sœur riche et vindicative étaient assises sur une montagne d'argent, le cœur durci par l'amertume. Il a parlé des factures médicales pour le bébé. Du coût croissant des couches, d'un enfant qui méritait un foyer stable. Il a mentionné ma récente promotion et mon salaire élevé comme preuve de ma capacité à subvenir à leurs besoins. Ce fut une performance magistrale conçue pour émouvoir les cœurs de tout observateur compatissant. Puis ce fut le tour de Maître Valentin. Elle s'est levée, une image de calme, de puissance contrôlée. Votre honneur, a-t-elle commencé, sa voix résonnant d'une autorité tranquille. Nous ne contesterons pas le succès financier de ma cliente. Madame Sophie est une architecte très prospère. Elle a bâti sa carrière à partir de rien grâce à des années de travail acharné et de détermination inébranlable. Elle a fait une pause, laissant ses mots planer dans l'air tendu. La question qui nous est posée aujourd'hui n'est pas de savoir si ma cliente peut se permettre de payer. La question est de savoir pourquoi le plaignant, après sa trahison profonde et avouée, pense qu'il a droit à un autre souffle de son succès. Elle a commencé à contre-interroger Julien. Monsieur Duval, a-t-elle demandé, son ton conversationnel. Avez-vous reçu ou non une lettre de mon bureau envoyée par courrier recommandé vous conseillant de cesser tout contact avec ma cliente? Il s'est décalé sur son siège. Oui. Mais un simple oui ou non suffira, monsieur Duval. Oui. Et pourtant, vous avez choisi d'engager ce procès, une action qui, par nature, force le contact avec ma cliente. Pourquoi? Julien a bafouillé. Pour mon fils, pour son bien-être. Le bien-être dont vous vous souciez tant lorsque vous avez commencé une liaison avec la mère de sa sœur? A demandé Maître Valentin avec légèreté. L'autre avocat s'est levé d'un bond, criant une objection, mais le mal était fait. Ensuite, ce fut le tour de Chloé. Maître Valentin fut encore plus douce avec elle. Madame Dubois,
étiez-vous au courant de cet avis juridique? Oui, a dit Chloé avec défi. Et avez-vous encouragé votre partenaire à poursuivre ce procès en sachant que cela violerait cet avis et causerait une détresse supplémentaire à votre sœur? Elle nous doit, a crié Chloé. Sa voix montant. Elle a tout. Ce n'est pas juste. Le bébé sur ses genoux a commencé à pleurer. Finalement, Maître Valentin s'est retourné vers le juge. Votre honneur, a-t-elle dit. Comme vous l'avez entendu, les plaignants étaient bien conscients de leurs obligations légales. Elle s'est dirigée vers sa table et a ramassé un épais classeur. Je voudrais maintenant produire comme preuve la preuve de leur violation intentionnelle de cette obligation. Elle a déposé le classeur sur le bureau du greffier. Pièce A. Reçu signé pour les lettres de mise en demeure. Sa voix était un rythme régulier et accablant. Pièce B. Les journaux d'appel de ma cliente montrant des dizaines d'appels non sollicités provenant de numéros appartenant aux plaignants et à leurs associés. Elle a posé un autre dossier. Pièce C. Une déposition assermentée et notariée de la collègue de ma cliente, Juliette Dubois, détaillant une confrontation publique et profondément troublante initiée par Madame Duval, mère, sur le lieu de travail de ma cliente. La pile grossissait. Pièce D. Une transcription certifiée d'un message vocal laissé par Monsieur Duval, père, violant directement l'ordonnance. Ma famille avait l'air stupéfaite, leur visage pâlissait. Julien fixait la pile de preuves comme si c'était un serpent venimeux sur le point de frapper. Et cela nous amène à aujourd'hui. A dit Maître Valentin, se tournant pour faire face directement au juge. Sa voix a baissé, devenant claire et mortellement sérieuse. Votre honneur. Ce procès n'est pas une demande de bonne foi de soutien financier. Ce procès est la pièce E. C'est l'aboutissement d'une campagne de harcèlement malveillante. Lorsque les appels téléphoniques, le chantage émotionnel et l'humiliation publique n'ont pas réussi à extorquer de l'argent à ma cliente, ils ont utilisé le système judiciaire lui-même comme arme. Ce procès est l'acte désespéré final de harcèlement. Et nous remercions le plaignant de l'avoir soumis comme preuve pour notre demande d'une ordonnance de protection permanente contre chacun d'entre eux. Silence. Un silence épais et suffocant a rempli la pièce, rompu seulement par les gémissements inquiets du bébé. Le piège s'était refermé, et ils y étaient entrés de plein gré. Aveuglés par leur propre cupidité et leur sentiment de droit sans fond. Le juge, une femme au visage sévère, chez qui je voyais maintenant une profonde lassitude, a lentement retiré ses lunettes. Elle les a polies avec un chiffon, ses mouvements délibérés. Puis elle les a remises et a regardé Julien, Chloé, mes parents, et pour la première fois. J'ai vu une lueur d'indignation profonde et froide dans ses yeux. La décision du juge fut un chef-d'œuvre d'éviscération juridique. Elle a rejeté la demande de Julien avec préjudice. Un terme juridique qui signifiait qu'il ne pourrait plus jamais la déposer contre moi. Elle a accordé ma demande d'ordonnance de protection de 5 ans contre Julien, Chloé et mes 2 parents. Détaillant les limites géographiques et de communication avec une précision méticuleuse. Elle a terminé par un réprimande cinglante pour avoir perdu du temps et des ressources judiciaires avec un procès frivole, vindicatif et franchement honteux. Nous sommes sortis dans la luminosité stérile du couloir, les portes de la salle d'audience se fermant derrière nous avec un clic doux et final. Je me sentais légère. Comme si un poids physique que je portais depuis 30 ans venait d'être enlevé de mes épaules. Pour la première fois depuis 1 an, j'ai pu prendre une profonde inspiration. Tu dois être tellement fier de toi. C'était Chloé. Son visage était un masque tordu de fureur et d'incrédulité, ses larmes antérieures de la salle d'audience complètement disparues. Tu ne pouvais pas simplement me laisser être heureuse, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse de moi depuis que nous étions enfants. Je me suis arrêté et les regardé. Vraiment regardé. Et les derniers vestiges de liens fraternels que j'aurais pu nourrir se sont dissous en poussière. Je n'ai pas vu ma sœur. J'ai vu une étrangère. Une femme triste et avide qui blâmerait toujours les autres pour les conséquences de ses propres choix. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni douleur. Juste un vaste vide silencieux là où mon amour et mon obligation envers elle résidaient autrefois. Je ne pense pas du tout à toi, Chloé, ai-je dit, ma voix douce mais claire. Ton bonheur n'a jamais été ma responsabilité. Et maintenant, grâce à tes propres actions, toi non plus. Je me suis retourné pour partir. Ma mère a commencé à avancer. La bouche ouverte pour cracher plus de venin. Mais mon père, pour la première fois de sa vie,
a posé une main sur son bras. Il a juste secoué la tête, ses épaules affaissées dans une défaite totale. Alors que nous arrivions au bout du couloir, j'ai entendu le son que j'attendais inconsciemment toute ma vie. Le son de leur univers toxique s'effondrant enfin sur lui-même. C'était ton idée? La voix de Julien, stridente de panique et de reproche. Mon idée? Chloé a crié en retour, sa voix résonnant dans le couloir de marbre. C'est ta faute d'avoir été aussi stupide et de t'être fait attraper. Tu étais censé gérer ça. Le son de leur monde qui s'écroule fut la dernière chose que j'ai jamais entendue d'eux. Un an s'est écoulé. Ma maison est à nouveau mon sanctuaire, mais elle est différente maintenant. Ce n'est pas une forteresse contre le monde. C'est un espace ouvert, chaleureux. Rempli de lumière et du rire de vrais amis. L'ordonnance de protection fut une coupure nette, une ablation chirurgicale d'un cancer que je n'avais pas réalisé qu'il métastase à travers toute ma vie. Le mois dernier, j'ai célébré la victoire du convoité prix régional d'architecture pour la conception de la médiathèque, celle qui était sur mon bureau pendant la crise de ma mère. J'ai organisé une petite fête et ma maison était remplie de ma famille choisie, Juliette, Maître Valentin, et les autres amis qui m'avaient soutenu. Il n'y avait pas de drame, seulement de la joie. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à faire du bénévolat en tant que mentor pour une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes femmes à lancer leurs propres entreprises. Ma première mentée, une jeune graphiste brillante et fougueuse nommée Chloé, me parlait de sa propre famille, de la façon dont il dénigrait constamment ses ambitions. L'exhortant à trouver un emploi sûr. Je veux juste leur prouver qu'ils ont tort, a-t-elle dit, ses yeux brillant d'une lumière familière et provocante. J'ai souri, un sourire facile et sincère. Voici un secret, lui ai-je dit en me penchant en avant. Le but n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. Tu vas passer toute ta vie à jouer un jeu qu'ils ont conçu sur un terrain qu'ils ont biaisé. Le but est de construire une vie si pleine et si belle que leurs opinions deviennent un bruit de fond insignifiant. Le pardon, si jamais tu y parviens, est un cadeau que tu te fais à toi-même. Pas à eux. C'est l'acte de déposer le poison pour pouvoir arrêter de le boire. Mais le pardon ne signifie jamais que tu dois rouvrir cette porte. Hier soir, Juliette m'a envoyé un texto. C'était une capture d'écran de la page de réseaux sociaux d'une connaissance commune. Elle montrait une image granuleuse de Julien et Chloé et de leur tout petit dans ce qui ressemblait à une cour arrière de banlieue morose dans une ville que je n'avais jamais entendue. La légende disait, tellement heureux que ces deux-là aient trouvé leur stabilité après une année difficile. Pendant un moment, j'ai juste fixé la photo de leur visage. Ils avaient l'air fatigués. Ils avaient l'air ordinaires. Puis, sans la moindre émotion, j'ai appuyé sur supprimer. C'était juste du bruit d'une galaxie lointaine. Ma vie était enfin silencieuse. Ce matin, j'étais dans mon jardin. C'est mon endroit préféré maintenant, mes mains dans la terre. J'ai passé beaucoup de temps le printemps dernier à arracher toutes les mauvaises herbes amères et tenaces qui avaient étouffé les parterres de fleurs pendant des années, des chardons de culpabilité. Des liserons d'obligation. En travaillant, je voyais leur visage dans les racines laides et noueuses. Mais aujourd'hui, je plantais de nouvelles pousses. Mes mains couvertes de terre riche et sombre. J'ai arraché une dernière mauvaise herbe tenace autour de la base d'une jeune pivoine. Ces jeunes pousses tendres mais fortes. Je l'ai jetée dans la pile de rebut, un dernier acte de nettoyage. L'espace autour de la nouvelle plante était propre, clair et prêt à pousser. Je me suis levé, en secouant la terre de mes mains. Et j'ai regardé non pas le sol, mais l'horizon. Le soleil était chaud sur mon visage. Cela ressemblait à un nouveau départ. Cela ressemblait à ma propre paix silencieuse et inattaquable. Cela ressemblait à la liberté. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager. Mais j'espère vraiment que cela pourra aider quelqu'un là-bas qui se sent piégé par des obligations qui lui font du mal. Ma question pour vous est: avez-vous jamais dû prendre une décision difficile pour choisir votre propre paix plutôt qu'une dynamique familiale toxique? J'adorerais lire vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a touché, je serais très reconnaissante si vous aimiez cette vidéo et vous abonniez pour plus.